êtes docteur donc, en histoire et vous faites des recherches sur le mouvement national algérien. Donc on continue, hein, puisqu'on a déjà fait une émission sur le capitalisme et l'islam. Donc face à la civilisation capitaliste, hein, je reprends vos termes qu'on retrouve dans l'article du mois de janvier 2014, donc face à la civilisation capitaliste qui étale son mode de vie au monde entier, donc vous faites référence à un exemple qui s'est mis en opposition face au capitalisme donc mondial, qui est l'exemple des chrétiens d'Amérique du Sud. Est-ce que vous pouvez partager donc cette expérience sur laquelle vous avez travaillé avec nos Zoomanotes? C'est pas simplement les chrétiens, c'est un courant chrétien qui est apparu en Amérique du Sud, qui s'appelle le courant de la théologie de la libération. Donc un courant qui est apparu dans les années 60 et qui n'est pas forcément une référence pour les musulmans. C'est pas en ce sens-là que ça m'intéresse, parce que évidemment les musulmans ont leur spécificité, c'est pas des chrétiens sud-américains. Par contre, ce qui est intéressant, c'est un certain nombre de questions qui sont posées par ces théologiens de la libération sud-américains sur la façon dont ils envisagent les textes chrétiens et les questions qui se posent à leur propre société. Vous pouvez donner un exemple de question? La question, par exemple, la façon dont on lit les textes. Souvent, les textes sont lus de manière déductive, c'est-à-dire qu'on déduit du texte un certain nombre de règles, par exemple la réalité. Eux, ils essayent de lire les textes de manière inductive, c'est-à-dire qu'ils vont partir de la réalité, de la société dans laquelle ils vivent. Pour eux, c'est la société sud-américaine avec les problèmes sociaux auxquels ils sont confrontés, notamment la dépendance des économies sud-américaines vis-à-vis de la puissance impérialiste dans la région, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, et des problèmes sociaux que ça entraîne, pauvreté, exclusion sociale, etc., pour après aller interroger les textes de référence chrétiens, pour les questionner à partir de ces problématiques-là. Alors, pour les musulmans, c'est sûrement une méthodologie qui peut interroger, et d'ailleurs certains musulmans l'ont eux-mêmes mis en avant, soit de manière implicite. On peut se dire que par exemple quelqu'un comme Malek Bennabi pose ce genre de questions, puisqu'il traite avant tout de problématiques sociales et de la société musulmane dans laquelle il vit, pour essayer de après poser des questions au texte. Donc ça, c'est une méthodologie implicite chez Bennabi. Est-ce que vous pouvez développer un peu la pensée de Bennabi justement face au capitalisme? Malek Bennabi n'a pas forcément pensé en termes directement face au capitalisme. Il a plus pensé par rapport à la société musulmane dans laquelle il vivait, c'est-à-dire la société qui était d'abord sous domination coloniale. Malek Bennabi est algérien, il est né en Algérie en 1905, donc dans une Algérie sous domination française, avec tout ce que ça implique comme oppression pour la société musulmane dans laquelle il a vécu. Après, Malek Bennabi a réfléchi sur un nombre de choses, par exemple, qui correspondent, enfin, qui posent problème au capitalisme. Par exemple, il nous dit dans un petit essai qui s'appelle L'islam et la démocratie, que une démocratie réelle ne peut pas être fondée sur l'exclusion sociale. Donc on peut pas fonder une véritable démocratie s'il y a une partie de la population qui est exclue de la société. Il pose aussi d'autres choses. Dans un article qui s'appelle Le droit du pauvre, il présente justement une réflexion sur la dimension sociale de l'islam, en nous rappelant par exemple que la première guerre auquel ont dû faire face les musulmans, c'est une guerre sociale, puisque Abou Bakr a déclaré la guerre à des gens qui ne voulaient pas payer la zakat, et donc ça montrait la dimension sociale de l'islam, et donc aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, il faut aussi appliquer cette dimension sociale de l'islam, où il a fait par exemple aussi une critique de la finance islamique qui est très une espèce d'ouverture assez lumineuse, puisqu'il l'a faite quelques années avant de mourir, au début des années 70, où il nous dit justement que la question de la finance ne peut pas bâtir une économie islamique, parce que c'est une conception réductrice de l'économie que de penser l'économie à partir de la finance, mais qu'on doit penser à partir de la civilisation musulmane globalement, et pas simplement à partir des flux financiers qu'on chercherait à rentrer dans une dimension éthique malgré elle. Vous pensez que la pensée de Malek Bennabi éventuellement peut être un bon tremplin
pour apporter comme un changement face donc à ce capitalisme mondial? Ça peut être en tous les cas une base de réflexion. C'est pas forcément. C'est une base sur laquelle on peut s'appuyer pour construire une réflexion musulmane sur la société dans laquelle on vit, donc sur la société capitaliste et pas que capitaliste, aussi sur les dimensions d'impérialisme, sur les dimensions de domination culturelle de l'Occident par rapport aux pays musulmans. Et la pensée de Mohamed Iqbal, elle est proche de celle de Malik Benabi, ou elle est un peu différente? Elle est différente puisque Mohamed Iqbal est beaucoup plus orienté vers... J'entends par là, par rapport à la question civilisation de elle est peut-être plus orientée vers une dimension soufie, qui est très présente chez Mohamed Iqbal, mais qui est intéressante justement aussi pour faire une critique du capitalisme dans son côté rationnel, mais au sens de la rationalité économique. Donc la critique du capitalisme, ça doit aussi passer par une critique de la culture du capitalisme. Donc le règne du chiffre, le règne de la finance. Face à ça, il faut rétablir du transcendant, et peut-être que la pensée d'Iqbal peut être féconde à ce niveau-là pour rétablir une manière de voir le monde qui ne soit pas uniquement gérée par ce que Max Weber appelait la cage d'acier, donc l'espèce de rationalité dans laquelle tout serait enfermé. Alors si on peut revenir maintenant à l'exemple des chrétiens d'Amérique du Sud, est-ce qu'il y a éventuellement des ouvrages que vous pouvez conseiller, ou des lectures? Il y a des ouvrages déjà qui ont été traduits par ces théologiens de la libération eux-mêmes, puisqu'il y a un certain nombre d'ouvrages de théologiens de la libération qui ont été traduits, notamment les ouvrages de Frank Kellamert par exemple, ou de Leonardo Boff par exemple, qui ont été traduits en français, soit écrits en portugais, soit en espagnol, donc qui ont été traduits et qui sont accessibles en français. D'accord. Dans votre article, vous invitez les populations différentes à revenir aux particularités culturelles, aux spécificités spirituelles, individuelles et naturelles pour résister finalement à un capitalisme qui veut donc uniformaliser les choses. Est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage sur le sujet? Et puis, une autre question en même temps, est-ce que finalement ces particularités qu'on mettrait en avant, qu'on développerait, ne risqueraient-elles pas de devenir aussi au final une extension du capitalisme, et puis là on tournerait en rond? Oui, c'est le risque du problème de la réification. Tout à l'heure, dans la première émission, on parlait de la dimension, le fait que le capitalisme soit capable d'intégrer à peu près tout et de le transformer en objet marchand. Donc effectivement, l'une des capacités du capitalisme, c'est justement de prendre les cultures locales, de prendre même les religions, et d'en faire un bien marchand, consommable, notamment en les dévitalisant, c'est-à-dire en les réduisant à un côté d'apparence, cette capacité d'apparence a le pouvoir et la fonction de détruire leur essence. C'est-à-dire qu'on a une apparence islamique, mais on détruit l'être musulman dans ce qu'il a, dans sa relation transcendante avec Dieu, notamment parce qu'on passe une partie de ce qu'on considère comme être un acte d'adoration, on le transforme en acte de consommation. Donc là, effectivement, il y a une capacité à détruire. On parlait dans l'émission précédente de la consommation de viande, par exemple, abattue rituellement, etc. On voit très bien comment c'est un marché, et donc comment cet acte, normalement qui est un acte d'adoration, donc manger un certain type de viande pour correspondre au précepte, devient aussi un acte commercial, et donc un acte avec un intérêt économique, et peut-être que même l'intérêt économique passe, pour en tous les cas certaines personnes, ceux qui vendent, davantage plus important que l'acte éthique. Très bien. Vous invitez, ce que j'ai pu vous entendre aussi, en plus de vous lire, à un ijtihad plutôt collectif. Si vous pouvez aussi développer ce point-là. Un ijtihad donc collectif. Là, on parlait déjà, ça existe, on va dire, dans le monde arabo-musulman. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par ça? Déjà, on parlait de Mohamed Iqbal, on peut revenir à ce que disait Mohamed Iqbal, c'est-à-dire que l'ijtihad, c'est
le principe dynamique, le principe de mouvement à l'intérieur de l'islam. Donc c'est de rétablir une dynamique au sein même de l'islam et de la pensée islamique pour pas qu'elle elle s'enferme dans la répétition et qu'elle soit capable de faire face aux différents défis qui lui sont proposés. Mais après, c'est que face à un monde qui est de plus en plus complexe, avec souvent des gens qui ont des compétences qui sont compartimentées, ce qui n'était pas le cas dans la période de l'islam classique. On pouvait très bien être à la fois spécialiste de jurisprudence et médecin, par exemple. C'est le cas de nombreux savants musulmans de la période classique. Souvent, aujourd'hui, les compétences sont catégorisées ou sectorielles. Donc tout simplement la nécessité de mettre autour de la table des gens qui ont des compétences différentes pour pouvoir étudier un certain nombre de sujets. Mais après, il faudrait des sociologues, des économistes, éventuellement des gens qui ont réfléchi et travaillé sur donc la théorie de la libération, peu importe, chrétiens, etc. Ça peut être élargi, on va dire. Parce que les chrétiens ont de l'expérience, peut-être. Oui, mais après, ils peuvent peut-être pas réfléchir sur l'islam, puisque là, ça concernerait les musulmans. Par contre, des musulmans qui ont travaillé là-dessus pourraient effectivement être en contact avec des théologiens musulmans avec qui ils pourraient dialoguer, et poser des questions et des problèmes, et étudier des problèmes ensemble. Disons qu'il y a un véritable travail à faire dans ce sens-là. Voilà, mais après, est-ce que... parce que souvent, c'est déjà un peu fait dans certains pays musulmans. Je crois que Tariq Ramadan le fait autour d'un groupe de réflexion. Avec le CIL, voilà. au Qatar. Hein. Mais est-ce que ça se fait? Après, la question, c'est comment ça se fait? Est-ce qu'on le fait uniquement sur des questions de jurisprudence? Parce que c'est souvent ça qui est proposé. Comment adapter, en gros, la jurisprudence musulmane aux données contemporaines? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus vaste et donc même, je veux dire, poser des questions d'ordre pas simplement de la jurisprudence, mais de la réflexion globale. Ouais. C'est peut-être là où ça serait nécessaire de le faire, c'est-à-dire pas simplement d'avoir sur un point particulier, est-ce qu'on accepte le prêt à intérêt dans certaines conditions ou non, puisque c'est une question qui a été posée et qui fait débat très fortement, mais se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'intérêt dans la société capitaliste contemporaine et en quoi ça pose un problème. Ça permettrait d'élargir les problématiques sûrement et d'avoir justement après des réponses en termes de jurisprudence qui soient plus fournies et plus étoffées. Alors une dernière question. Donc selon les recherches que vous avez pu faire sur le sujet et vos réflexions, est-ce que le capitalisme a des beaux jours devant soi? Et puis il y a la crise et puis peut-être que M. Hollande va aussi lutter contre la finance, qui va s'y mettre. Donc voilà. De beaux jours. Alors on peut poser plusieurs hypothèses, notamment il y a les théoriciens de ce qu'on appelle la dépendance, comme Emmanuel Wallerstein ou Samir Amin, qui eux pensent que justement le capitalisme est en bout de course. Samir Amin parle de capitalisme sénile, donc qui est au bord de la mort, tout simplement parce que le capitalisme repose aussi sur l'impérialisme et donc sur la capacité à faire des profits dans des pays pauvres, enfin des pays sous domination du centre, d'accord, donc des États-Unis ou de l'Europe occidentale. Ces pays étant de moins en moins nombreux parce que y a des pays qui prennent de plus en plus d'importance, la capacité du capitalisme sera selon eux forcément limitée. Après, il y a tout simplement une question, on peut se poser, sans aller aussi loin dans la théorie, il y a une question pratique, c'est-à-dire on sait qu'aujourd'hui pour avoir le mode de vie d'un Européen, il faudrait 3 planètes, pour avoir le mode de vie d'un Américain, il en faudrait 5. Si demain les Chinois, les Indiens et d'autres pays massifs, enfin, très peuplés ont ce niveau de vie, ça ne sera pas tenable. Donc forcément, ça va nécessiter qu'on repense à la fois le système économique et notre manière de vivre en tant qu'individu. Mais si le capitalisme est éventuellement en fin de course, alors c'est qui prend la relève? C'est quoi qui prend la relève au final? C'est toute la question. On le sait pas. On peut pas forcément le savoir. Il y a des hypothèses qui sont posées. Comme lesquelles? Il y a un théoricien américain qui est sûrement très optimiste, qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui pense qu'on va avoir une espèce d'économie mixte entre ce qu'on connaît actuellement, qui s'appelle le capitalisme, et des formes d'économie coopérative,
où par exemple les gens n'achèteraient plus mais loueraient des choses en commun par exemple, ou se prêteraient des choses, vous savez un peu comme ça se fait avec les transports en voiture, Oui, le covoiturage, des choses comme ça. C'est une hypothèse il y a des expériences qui naissent, on va dire. Voilà, c'est une hypothèse plutôt optimiste. Après, il y a des hypothèses beaucoup plus pessimistes qui pensent que ce qui va naître du capitalisme sera encore pire que le capitalisme. Bah écoutez, en espérant que les intellectuels musulmans, savants musulmans, réussissent donc à revenir donc à ces textes très riches de l'islam, parce qu'en réalité, je dirais, alors c'est moi qui aurai le dernier mot finalement, l'islam invite les hommes à vivre que sur la terre, parce que vous parliez de 5 planètes ou 6 ou 2, et donc on espère que les choses évoluent aussi dans le bon sens, et que, encore une fois, il y a une dynamique lancée aussi de la part des savants intellectuels musulmans, et même du consommateur, entre guillemets, si je peux me permettre ces mots-là, musulman. En tout cas, merci beaucoup pour votre riche intervention, et je vous dis aussi à très bientôt. Je pense que tout d'abord vous êtes le bienvenu dans les studios d'Oumma, et je souhaite vraiment que vous reveniez pour nous présenter éventuellement le personnage de Malek Benabi, un personnage qui n'est pas forcément très connu, qui a une pensée très intéressante dans le monde actuel. En tout cas, merci et à très bientôt. Chers Oumanotes, assalamu alaikum wa rahmatullah. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى